Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salamu ala rasulillah. Dans cette vidéo, nous présentons la troisième partie du chapitre Principe des travaux virtuels. On abordera en particulier l'application du principe des travaux virtuels pour la statique des systèmes matériels en cas de force dérivant d'une énergie potentielle. Lorsque les forces Fi qui travaillent durant un déplacement virtuel ΔRi dérivent d'une énergie potentielle Vi, le principe des travaux virtuels s'écrit de la façon suivante. Donc, le travail global, ΔW bar, est égal à la somme de I allant de 1 jusqu'à N de Fi scalaire ΔRi. Donc, c'est une sommation sur l'ensemble des points matériels constituant le système. Donc, cette somme, elle est égale également à donc la somme de I allant de 1 jusqu'à grand N de moins nabla Vi ΔRi. Au fait, l'opérateur nabla, qui comprend les dérivées partielles par rapport aux coordonnées cartésiennes x, y, z, donc c'est un opérateur mathématique qui permet de calculer le gradient de l'énergie potentielle Vi dans toutes les directions de la base IJK du système. Ainsi donc, la relation 16 s'écrira dans la base cartésienne considérée, donc IJK, de la façon suivante. Donc, on va remplacer l'opérateur nabla par cette quantité. Donc, on écrira que la ΔW égale à moins la somme de I allant de 1 jusqu'à N de d rond VI d rond X. Donc, c'est une évolution selon la direction I, plus d rond VI sur d rond Y. Donc, c'est une évolution selon J, et plus d rond VI sur d rond Z, donc c'est une évolution ou une variation le long de la direction K. Donc ça représente moins nabla VI. De l'autre côté, le déplacement virtuel ΔRi, on l'a vu dans le chapitre 1, donc c'est delta XI selon la direction I, plus delta YI selon la direction J, plus delta ZI, delta K. Donc, delta XI, c'est le déplacement virtuel du IM point selon l'axe I. Delta YI, c'est le déplacement virtuel du IM point selon l'axe J. Et delta ZI, c'est le déplacement virtuel le long de l'axe Z, donc le vecteur unitaire K. Donc, ainsi, on a représenté chaque élément de ce produit scalaire par ses composantes dans la base cartésienne IJK. On est en mesure maintenant d'effectuer le produit scalaire terme à terme. Donc, on prend ce premier terme fois celui-ci, plus ce deuxième terme fois celui-là, plus le troisième fois celui-là. Donc, calcul fait, on va avoir donc une simplification. Les delta x vont disparaître, les delta y également et les delta z, ce qui fait qu'on va avoir moins la somme de i allant de 1 jusqu'à grand N de delta vi. Donc c'est des variations élémentaires des énergies potentielles vi. Donc ce qui nous permet de mettre en facteur l'opérateur de variation et écrire à nouveau la relation 16 sous cette forme-là. Donc, on dira que delta W bar est égal moins delta la somme de VI allant de 1 jusqu'à grand N. Donc, si on introduit le terme EP comme étant la somme des énergies potentielles, donc c'est cette somme-là de I allant de 1 jusqu'à N de VI. Alors, la variation de l'énergie potentielle lors d'un déplacement virtuel delta R doit être nul et on écrira que delta EP est égal à 0. Donc c'est une réécriture de l'équation donc 16, ce qui nous permet donc d'introduire cette fois-ci le système de coordonnées généralisées. Donc, si la configuration des systèmes matériels considérés est définie cette fois-ci par un coordonnée généralisée QI indépendante, donc on écrira que cette variation delta EP, elle peut être égale
à la somme de I allant de 1 jusqu'à petit n. Cette fois-ci, petit n représente le nombre de variables de coordonnées généralisées utilisées pour représenter d'une façon unique la posture du système. Donc, je répète, c'est la somme de I allant de 1 jusqu'à n, nombre de coordonnées généralisées. De quoi? Donc, on a ici, cette fois-ci, la dérivée partielle de EP sur d rond QI fois delta QI. Donc, cette réécriture va nous mener vers une condition d'équilibre, donc les delta QI étant indépendants. À l'équilibre, on doit avoir donc d rond DEP sur dQI égale à 0 pour I allant de 1 jusqu'à petit n. Ceci est vrai parce que regardez, dans cette somme, on sait que delta QI représente les variations des coordonnées généralisées, compatibles avec donc le déplacement virtuel considéré. Elles sont indépendantes et donc cette somme n'est nulle que si on a tous les termes d rond EP sur d rond QI. Ils sont tous à la fois nuls simultanément. Donc l'équation 18C peut être réécrite à nouveau, mais cette fois-ci en utilisant l'opérateur nabla. Donc c'est un gradient, non pas comme on l'a défini au démarrage par rapport au système de coordonnées physique x, y, z, mais plutôt par rapport au système de coordonnées généralisées qui définissent d'une façon unique la configuration des systèmes. D'accord? Donc, on dira que l'équilibre d'un système matériel existe s'il existe une configuration Q étoile pour laquelle l'énergie potentielle du système a une valeur stationnaire EP étoile Q étoile et vérifie la condition gradient par rapport à Q, donc le vecteur des coordonnées généralisées, de EP Q étoile égale à 0. Donc, ceci représente une application du principe de travaux virtuels en cas de force dérivant d'une énergie potentielle pour avoir une condition d'équilibre. Pour étudier la nature de l'équilibre d'un système matériel et juger s'il est stable, instable ou neutre, il faut analyser de près la fonction d'énergie potentielle autour de la configuration Q étoile assurant la condition de stationnarité gradient de EP égale à 0. Rappelons d'abord que pour une fonction monovariable, on dira qu'on a une valeur minimale ou maximale selon que sa dérivée seconde donne une valeur positive ou négative. Cette idée sera exploitée dans le contexte des énergies potentielles. On cherche où on a des valeurs maximales ou minimales pour juger de la stabilité ou de l'instabilité de la position d'équilibre trouvée qui correspond à une position extrémale. Ainsi, si cette énergie potentielle s'écrit en fonction d'un seul paramètre Q, alors mathématiquement, les conditions pour avoir un équilibre stable s'écriront donc dEP sur dQ est égal à 0 et la seconde dérivée de EP par rapport à Q doit être positive. La condition d'un équilibre instable sera donc la dérivée première doit être nulle et la dérivée seconde doit être négative. Par ailleurs, si on a simultanément la première dérivée et la deuxième dérivée sont en nul, il faut regarder la nature des dérivées supérieures. Alors, l'équilibre sera neutre si toutes les dérivées sont nulles d'ordre supérieur. Dans ce cas-là, l'énergie EP est constante localement. Maintenant, on dira que cette position d'équilibre est stable si la première dérivée non nulle est positive et qu'elle correspond à un ordre pair. Donc, la dérivée doit être d'ordre pair et elle doit être positive pour dire que l'équilibre correspondant à Q étoile est stable. Maintenant, si cette condition n'est pas vérifiée, l'équilibre est instable et donc le système, s'il est dévié de la position Q étoile considérée, s'il est dévié, il va diverger. Alors, pour les systèmes à plus d'un degré de liberté, l'étude de l'énergie potentielle
qui dépendent de plusieurs variables, nécessite donc l'application de la théorie des fonctions à plusieurs variables. Donc, il faut utiliser les opérateurs gradient et hessiens pour juger de la nature de la fonction EP. Ainsi, on déterminera dans un premier temps les configurations Q étoile qui vérifient la condition de stationnarité gradient de EP est égal à 0. Ensuite, on calculera la matrice hessienne correspondant à l'énergie potentielle pour le vecteur des variables de configuration Q. Donc, pour toutes les solutions candidates Q étoile vérifiant la première condition gradient de EP égale à 0, on vérifiera la nature de la matrice hessienne. Si celle-ci elle est définie positive, on dira que l'énergie potentielle EP enregistre au niveau de Q étoile une valeur minimale. Si maintenant la matrice elle est définie négative, donc le système se trouve dans une position d'équilibre instable car son énergie elle est maximale. Donc, dire la matrice hessienne, elle est définie positive ou définie négative, revient à étudier le signe de ses valeurs propres. Donc, si toutes les valeurs propres sont positives, on dira que la matrice hessienne, elle est définie positive. Sinon, elle sera, donc si les valeurs propres sont toutes négatives, elles seront, donc la matrice, elle sera définie négative et donc l'équilibre il est instable. Une autre technique consiste à étudier de près les mineurs principaux de cette matrice hessienne. Ils doivent être tous positifs et donc dans ce cas-là, la position d'équilibre elle est dite stable. On retiendra d'abord pour l'équilibre stable la condition suivante. Donc un équilibre stable a lieu si l'énergie potentielle EP du système matériel considéré est minimale. Si l'on considère le système matériel de la figure 7a qui représente une perle ou une bille de masse petit m qui peut circuler sur un fil métallique de forme circulaire de centre O, donc de coordonnées 0, 0, et de rayon A. Donc, les coordonnées physiques du point matériel pour n'importe quelle configuration du point matériel associé à cette bille ou perle, donc doit vérifier la contrainte holonomie x au carré plus y au carré doit être égal à au carré. Donc, pour juger plutôt pour rechercher la configuration d'équilibre, d'abord on va se baser sur l'intuition. Donc si on regarde la perle dans cette position basse ici, qu'est-ce qu'on constate? On constate si on divise cette perle de cette position vers la droite ou vers la gauche, naturellement elle va y revenir. Ce qui prouve que cette position basse ici est une position d'équilibre. Maintenant, comment peut-on rechercher cette position d'équilibre stable? Donc pour cela, il faut calculer l'énergie potentielle de cette bille. Par la suite, on verra si elle est minimale ou elle est maximale au niveau de cette configuration. Donc d'abord, on va calculer son énergie potentielle, donc l'énergie potentielle de la bille dans n'importe quelle configuration. Elle est égale, comme on l'a vu précédemment, EP est égal à mgh, donc la hauteur de la bille. La hauteur de la bille pour une configuration définie par les coordonnées physiques x, y, c'est donc h est égal à y. Donc on écrira que EP est égal à mgy. Et comme y doit vérifier la contrainte holonomie, donc qui stipule que x au carré plus y au carré est égal à a au carré, on peut l'écrire en fonction de x comme étant y est égal à moins la racine carrée de a au carré moins x au carré. Pourquoi? Parce que on se trouve dans la moitié inférieure du cercle et donc toutes les positions qui se trouvent en dessous de
cette référence, elles doivent avoir une ordonnée négative. C'est pour ça qu'on écrira ici que EP est égal à moins mg, pardon, la racine carrée de a au carré moins x au carré. Donc, la référence pour l'énergie potentielle et l'axe des x, on a donc pour y est égal à 0, EP est égal à 0. À la suite, on va chercher si cette énergie, elle est ou elle est minimale ou elle est extrémale. Donc pour cela, on va calculer sa dérivée par rapport à la variable x, donc prise ici comme variable de configuration. DEP sur dx va nous donner la quantité mgx sur la racine carrée de a au carré moins x au carré. Cette quantité, elle est nulle pour x est égal à 0, qui correspond effectivement à la position basse qu'on a ici. Maintenant, il faut démontrer que pour cette configuration basse, on a une quantité EP minimale. Donc, normalement, la théorie nous dit, pour avoir une quantité minimale, il faut que le signe de la deuxième dérivée soit positif. Donc, on doit calculer la dérivée seconde de EP par rapport à x. Donc, le calcul de cette seconde dérivée est facile. Donc, on va avoir la quantité ci-contre. Pour la configuration x est égal à 0, la deuxième dérivée se résume à la quantité mg sur a, qui est une quantité positive, ce qui démontre que la configuration x est égal à 0 est une configuration d'équilibre stable car elle assure que l'énergie potentielle, elle est minimale. On passe maintenant à l'équilibre instable. On retiendra la condition suivante. Un équilibre instable a lieu si l'énergie potentielle EP est maximale. Revenons à l'exemple de tout à l'heure, où on a considéré une perle ou une bille qui se trouve sur un fil métallique circulaire de rayon A. Donc, on étudiera particulièrement la configuration haute. Donc, celle-ci, on a la masse qui se trouve à une altitude maximale, donc à une hauteur h qui est égale à a, donc où y est égal à a. Donc l'intuition nous dit que cette position d'équilibre, elle est instable parce que si on divise la masse par rapport à cette configuration vers la gauche ou vers la droite, on voit très bien que la bille elle va tomber, elle va rechercher plutôt la position basse. Donc on dira que c'est une position d'équilibre instable. Ceci peut être démontré en se basant sur l'analyse de l'énergie potentielle. Donc pour calculer cette énergie potentielle, on définit d'abord la référence, toujours elle est la même. Donc on a une énergie potentielle nulle pour y est égal à 0. Pour les positions qui se trouvent en haut de cette référence, donc tous les y sont positifs. Donc les y peuvent être calculés en fonction de x à partir de la contrainte holonome, donc x au carré plus y au carré est égal à a au carré. Donc on peut écrire que y pour la partie supérieure doit être égal à la racine carrée de a au carré moins x au carré. Ainsi, l'énergie potentielle s'écrira mgy est égal à mg, la racine de a au carré moins x au carré. À cet effet, si on calcule la première dérivée de EP par rapport à x, on trouvera que la condition de nullité doit être vérifiée comme suit. Donc, moins mgx sur la racine carrée de a au carré moins x au carré doit être égal à 0. Cette condition elle est vérifiée pour x est égal à 0. Maintenant, pour juger est-ce que cette valeur x est égal à 0 va nous mener vers une valeur maximale ou minimale de l'énergie potentielle, on doit analyser le signe de la deuxième dérivée. Donc la deuxième dérivée de l'énergie potentielle est comme suit. Donc pour x est égal à 0, cette quantité, elle vaut moins mg sur a. Donc c'est une valeur négative, ce qui montre que la configuration x est égal à 0, qui correspond à la position haute ici, est une configuration effectivement d'équilibre instable.
Passons maintenant à l'équilibre neutre. La condition d'existence de cet équilibre est que l'énergie potentielle soit localement constante. En effet, si on considère l'exemple ci-contre, qui est celui d'un disque massif de centre de gravité G, ce disque est accroché ou il est articulé par rapport au bâti au niveau de ce point-là. Donc si on prend la référence de l'énergie potentielle quelque part ici, donc la hauteur du centre de gravité elle est constante, donc elle est égale à h, elle ne change pas au cours du temps, donc l'énergie potentielle du disque par rapport à la référence, qui est le sol ici, elle est toujours constante. Alors, si on divise ce disque par rapport à n'importe quelle position dans laquelle il se trouve initialement, il va y rester. Donc, il ne va pas osciller. Donc, si le centre de gravité se trouve au niveau de la liaison pivot, donc le niveau de l'énergie potentielle reste le même, et donc l'énergie, elle est constante. De ce fait, mathématiquement, donc si on visualise l'énergie potentielle en fonction du paramètre de configuration Q du système, donc on va trouver que le système a un niveau constant, ce qui fait donc on a cette droite horizontale. Donc la dérivation de l'énergie potentielle par rapport à Q va nous donner un 0. Également, si on dérive une deuxième fois cette énergie par rapport à Q, donc on va avoir un 0. Donc, dans n'importe quelle configuration Q, le système enregistre un niveau constant de l'énergie potentielle et on a les dérivées d'ordre supérieur sont constantes. À cet effet, on va dire que le disque est en équilibre neutre